Donc, Cécile Créage, donc moi j'ai fait une thèse en sociologie sur la voile, sur la question de la démocratisation de la pratique et une bonne partie sur l'histoire sociale des pratiques de la voile. Donc voilà, et aujourd'hui cette enquête qui nous a été confiée sur les représentations des navigateurs et anciens navigateurs âgés entre 15 et 25 ans sur les pratiques de la voile. Donc comme le disait Richard, on a étudié exclusivement la planche à voile et le bateau et les voiliers. Donc cette étude qui a permis en partie de comprendre les raisons du turnover des jeunes licenciés, mais qui apporte également beaucoup d'autres informations sur les parcours sportifs de ces jeunes. Donc l'enquête a été réalisée également avec Arnaud Sébillot, qui a fait sa thèse, lui, sur la planche à voile, dernièrement, qui a soutenu l'année dernière. Donc les objectifs de cette étude, au départ, étaient de connaître les attentes des 15-25 ans, ce public bien ciblé, surtout d'identifier en fait le rapport entre les représentations qu'ils ont de la voile, les images que signifie pour eux naviguer sur voilier, sur planche à voile, et voir s'il y a une différence, un décalage avec ce qui se passe sur le terrain. Donc ça, c'est une question qui reste encore à mener, peut-être qu'on verra cet après-midi avec le travail qui sera présenté. Donc ces deux objectifs nous ont permis de mieux comprendre ces raisons d'interruption, à la fois des licences, mais également les abandons de la pratique. On verra que ce sont deux choses différentes dans la restitution de l'enquête. Donc ici, je vous disais, donc il ne s'agit pas d'envisager les pratiques nautiques dans l'étude, mais de s'attacher exclusivement à la navigation sur voilier et celle sur planche à voile. Donc c'est pour ça que c'est une enquête bien différente, bien singulière par rapport à tout ce qui a pu être mené auparavant, toutes les enquêtes précédentes qui ont pu être faites, plus généralement sur les pratiques nautiques. Donc là, cette année, on s'est attaché à ces deux disciplines particulières, et également à un public restreint, des hommes et des femmes donc âgés de 15 à 25 ans, qui ont été licenciés, donc qui sont passés par la Fédération française de voile, et qui aujourd'hui, donc au moment de l'enquête, au moment où ils ont reçu le questionnaire, pratiquent toujours, mais pratiquent soit sous licence, soit pratiquent hors licence, ou alors ont complètement abandonné l'activité. Donc ce sont trois publics là bien différents qu'on a pu cerner. Donc le premier travail qu'on a pu réaliser, ça a été d'envoyer un questionnaire d'enquête à deux populations bien différentes. Donc il y a eu un travail de réaliser avec le département développement de la fédération pour étudier en fait les fichiers de la Fédé. Donc on a pris en compte les pratiquants titulaires d'une licence club en 2005 et le fichier des pratiquants, des anciens licenciés club 2004 qui n'avaient pas renouvelé leur licence en 2005. Donc on a pris exactement le même nombre, en fait, on a souhaité faire le même nombre d'envois. Donc 1000 envois pour les uns, 1000 envois pour les autres. Donc là, je vous ai indiqué dans le tableau les chiffres des fichiers FFV et les envois qui ont été réalisés pour l'enquête. Donc 1000 envois pour chaque population. Donc, tout d'abord, il faut déjà voir qu'on a donc fait on n'a pas envoyé au hasard les questionnaires. Il y a eu un échantillonnage raisonné du public, c'est-à-dire qu'on a d'abord pris l'ensemble des ligues. Donc forcément, on n'a pas envoyé le même nombre de questionnaires à la Ligue Bretagne et à la Ligue, une ligue dans le centre de la France où il y a peu de licenciés. Donc il y a eu un rapport de fait par ligue, et ensuite dans chaque ligue, entre les hommes et les femmes, et par type de support. Donc c'est vraiment, il y a une représentativité de la population en fait mère des fichiers de la Fédé. Donc il y a eu un envoi postal de réaliser. Suite au premier envoi, on a eu davantage de réponses, donc ça paraît logique, de licenciés actuels. Donc c'est vrai qu'on souhaitait surtout avoir des licenciés, des anciens licenciés, en fait, des gens qui étaient partis de la Fédé. Donc Richard a refait un envoi en fait à ceux qui étaient anciennement licenciés. On a eu encore quelques retours, et au final, sur les 2000 envois de questionnaires, donc on a eu 452 retours, ce qui correspond à 22,6% de taux de réponse, qui est un taux de réponse satisfaisant pour une enquête. Donc on peut vraiment se baser sur cette enquête, elle est quand même significative de la population étudiée. Donc les deux axes de travail menés, tout d'abord je vous parlais d'une enquête par questionnaire qui a permis d'analyser vraiment de manière fine la population enquêtée,
et surtout de mettre en évidence l'impact des parcours sportifs de ces licenciés et anciens licenciés sur leur pratique. Nous avons donc on avait 3 items principaux dans le questionnaire, à savoir donc des questions qui portaient sur leur début dans la pratique. Donc là, vraiment très très important sur avec qui ils ont été initiés, comment ils ont découvert l'activité, à quel âge, sur quel type de support, dans quel type d'établissement, si c'était sur le bateau des parents ou alors directement dans un club. Un autre item donc, sur leur histoire personnelle, donc ce qu'on appelle le talon sociologique, donc hommes, femmes, etc. Leur âge, leur origine sociale, leur appartenance, s'ils sont actifs ou étudiants, quel type d'études, et également leur pratique sportive en dehors de la voile. Donc toutes ces questions-là. Et une dernière partie plus libre, parce qu'on a donc des questions vraiment ouvertes sur les images que peuvent évoquer pour eux en fait le fait de naviguer sur voilier ou sur planche à voile. Donc des questions sur, par exemple, on leur demandait de donner 3-4 mots qui caractérisaient pour eux les pratiques de la voile, 3-4 mots qui caractérisaient leur club. Également, on leur demandait d'expliquer les raisons de leur abandon. Donc toute cette partie vraiment plus détaillée dans le questionnaire. Donc associé à ce questionnaire, donc on n'a pas voulu seulement se limiter à un questionnaire, on a également réalisé des entretiens assez longs, de 1 heure à 2 heures avec des pratiquants et anciens pratiquants. Donc on a souhaité en fait prendre des pratiquants aux carrières différentes, donc des pratiquants plutôt débutants, vraiment des pratiquants expérimentés qui étaient à la fédération depuis longtemps, d'autres qui sont restés à la fédération peu de temps mais qui naviguent toujours. Donc bien différencier les profils de ces navigateurs. Donc un premier travail, donc, on a souhaité mettre en évidence les caractéristiques sociales et sportives de l'échantillon, en fait, de ces personnes qui ont répondu à l'enquête et qui représentent au final les licenciés clubs de la Fédération française de voile. Donc là, c'est vraiment une partie intéressante qui permet justement à la Fédé de voir, elle les connaît sans doute ces licenciés, mais là vraiment de manière fine, ça donne encore des pistes de réflexion, de savoir qui est à la Fédé, qui a répondu au questionnaire aussi, donc ça c'est intéressant de voir qui s'intéresse aux pratiques de la fédération, donc ça nous donne beaucoup d'informations là-dessus. Donc tout d'abord, un point qui est de nouveau confirmé par cette enquête, les navigateurs sont à la fois d'origine sociale élevée et ils appartiennent également aux classes sociales favorisées économiquement et culturellement. Donc on voit bien que la voile, si vous voulez, s'est ouvert dans les dernières décennies à de nouveaux pratiquants, mais cela concerne exclusivement principalement les cadres supérieurs et les cadres moyens. Donc c'est vrai qu'elle s'ouvre, les employés et les ouvriers n'ont pas autant de chances de naviguer toujours que les cadres supérieurs ou les cadres moyens. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a toujours ces origines en fait sociales favorisées chez les navigateurs. Donc là, je vous ai présenté le diagramme, on voit bien les cadres moyens, donc parmi l'ensemble des répondants en activité professionnelle, donc là on a 36,4% de cadres moyens. Sachant que ce sont des jeunes, donc ceux qui sont actifs, ce sont principalement les plus de 20 ans, ils sont déjà cadres moyens dès leur premier travail en fait. Donc on peut imaginer qu'ils vont peut-être avoir par la suite promotion et devenir cadre supérieur. Donc là, on voit bien que le employé ouvrier, ça reste encore faible. Et cadre supérieur également, ce sont également des résultats assez forts. Donc au niveau des diplômes des répondants, donc là je me suis intéressée aux diplômes des actifs parce que ceux qui sont étudiants forcément n'ont pas terminé leurs études. Donc là on voit bien que les navigateurs qui sont actuellement en activité professionnelle, on a 31,8% qui ont un bac plus 5. Et d'une manière générale, on a 73,8%, donc plus de 7 répondants sur 10 qui sont diplômés de l'enseignement supérieur, parmi les répondants actifs. Un autre point vraiment intéressant et qui confirme toujours en fait
les travaux qui ont déjà été faits, on peut remarquer que les licenciés donc club ont débuté très tôt en famille, donc avec leurs parents. Donc 7 sur 10, pareil, ont découvert l'activité avec un membre de leur famille. Donc bon, là c'est plus élargi, famille élargie, dont 62,7% et leurs parents. Donc la question c'était comment avez-vous découvert la pratique? Donc là c'était parents ou alors amis, école, etc. Donc on a également une forte pratique sportive des parents, une forte pratique de la voile des parents. 77% des pères et 52,9% des mères naviguent, ce qui est un taux très fort. Donc là j'ai rajouté, donc c'est vrai que peu de licenciés, donc on a très peu, 14,6% qui ont déclaré avoir débuté la voile par la voile scolaire, par l'école, parmi les licenciés clubs interrogés et qui ont répondu à l'enquête. Également donc des débuts précoces avant l'âge de 12 ans et principalement entre 4 et 11 ans. Donc principalement entre 7 et 11 ans, donc ceux qui ont commencé avant 7 ans, souvent c'était en famille sur le bateau des parents. Donc un point intéressant, on avait posé une question, on leur a demandé quel était leur support privilégié. Sur cette question, c'est vrai qu'on a souvent eu des réponses un petit peu, donc moi je m'attendais plus à ce que les enquêtés donnent un support, par exemple le 4-20 ou un autre type de sport, et en fait ils ont vraiment énuméré les différents types de supports qu'ils pratiquent. Donc à voir, c'est peut-être une piste aussi de travail, c'est vraiment toutes les pratiques de la voile qui existent, tous les supports sont importants pour eux. Ils naviguent pas, il n'y a pas une pratique exclusive sur le 420. Apparemment, il y aurait plutôt une polyvalence entre, par exemple, le croiseur, etc., la planche à voile. Donc il faut bien, ce que j'ai voulu là mettre en évidence, c'est qu'il fallait vraiment prendre la voile dans sa globalité, c'est-à-dire prendre en compte tous les supports et toutes les formes de pratique. Ne pas différencier la régate et donc, ce qu'on appelle entre parenthèses le loisir, ce qui n'est pas non plus une position très significative, mais la régate et la non-régate, ou opposer ceux qui pratiquent sur des rivers, ceux qui sont sur des rivers vont souvent sur habitable ou inversement. Donc vraiment prendre en compte cette diversité lorsqu'on étudie les pratiques de la voile et pas envisager la voile comme une pratique unique. C'est pour ça que je reviens un petit peu sur ce que je disais au début. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas prendre l'étude des pratiques nautiques est intéressante, mais vraiment après étudier chaque pratique en elle-même pour vraiment analyser plus en profondeur. Donc les supports de pratique, donc là je vous disais, on leur a demandé, donc là le total est supérieur à 100%, c'est parce que donc, forcément il y a eu plusieurs réponses de données. Donc pour lire ce graphique, on peut dire que parmi l'ensemble donc, des hommes qui ont répondu à l'enquête, il y a 38% qui déclarent naviguer ou avoir navigué donc, sur des rivers. Donc on voit que les femmes naviguent davantage sur des rivers que les hommes. Catamaran, c'est à peu près égal. Planche à voile, il y a davantage d'hommes et habitable également. Donc sur cette question des supports. Donc les supports de pratique par tranche d'âge. Donc là, si on prend par exemple la tranche d'âge des 15-18 ans, on voit que parmi les enquêtés qui ont entre 15 et 18 ans, il y a 41,5% qui ont déclaré faire du dériveur. Donc on voit bien qu'avec l'avancée en âge, il y a une baisse de la pratique du catamaran, de la planche à voile, et une augmentation de la pratique de l'habitable. Bon, ça, ce sont des données qui sont visibles à la fédération par les fichiers. On sait qu'après, au fur et à mesure, c'est vrai que l'habitable prend de plus en plus de force et de poids dans les pratiques des navigateurs. Donc les 15-18 ans, on voit bien les 15-18 ans en bleu, sont davantage de catamarans, planches à voile et des rivers. Donc sur cette question des pratiques sportives, on a également pu mettre en évidence que ces navigateurs qui sont licenciés à la Fédération française de voile, qui ont une licence club, sont vraiment des grands sportifs, ne pratiquent pas seulement que la voile. Ils ont beaucoup d'autres activités sportives. Et donc 7 répondants sur 10 ont déclaré pratiquer une autre activité physique ou sportive. Donc je les ai énumérées dans l'ordre où elles apparaissaient, donc vélo, ski, sport-co, course à pied et natation. Donc ce sont les principales activités déclarées. Donc bien noter, bien voir qu'ils sont à la fois fortement investis dans les pratiques de la voile et à la fois investis dans d'autres activités sportives.
Donc sur les autres sports nautiques, donc il y avait également, donc certains ont répondu qu'ils pratiquaient d'autres sports nautiques, donc je pense que là c'était intéressant de le montrer. 18,6% des répondants ont donc déclaré pratiquer un autre sport nautique, parmi donc, le surf, le kitesurf, le kayak, l'aviron, donc tout ce qu'on peut englober dans cette appellation. Donc une pratique du surf conséquente, donc c'est la pratique nautique la plus conséquente. 9,7% des enquêtés ont déclaré surfer. Une pratique du kitesurf qui émerge dans ce panel. Et une autre pratique, la pratique plus générale des sports nautiques, là, ils étaient peu nombreux, donc je les ai regroupés, kayak, aviron, ski nautique. Donc on voit que ces sports attirent davantage les plus âgés. Alors que la pratique du surf, là il y a également les plus jeunes comme les plus âgés pratiquent cette activité. Donc au niveau des hommes et des femmes, on voit bien que ce sont, comme les pratiques de la voile, ce sont les hommes qui sont surreprésentés dans ces pratiques nautiques. Donc ça c'est un élément connu. Donc cette pratique sportive, on observe également, comme je vous disais, on voit bien que tous ne pratiquent pas fortement les autres APS, mais on observe que ce sont toujours les navigateurs et anciens navigateurs qui ont débuté la voile jeune et de manière avec la famille, qui pratiquent également d'autres activités. Mais ça, c'est une donnée qui est également, on sait, voilà, c'est pour tous les sports. Hein. On sait que être diplômé, être issu de classe sociale favorisée, donc tout ça, ça aide, ça favorise la pratique sportive, toutes les activités sportives. Donc également, les plus expérimentés, les plus investis dans la pratique compétitive et ceux qui sont licenciés de longue date, donc ce sont eux, les hommes et les répondants les plus âgés, ce sont eux ceux qui déclarent avoir le plus d'APS en dehors de la voile. Et à contrario, ceux qui ne déclarent aucune autre activité physique, ce sont souvent des navigateurs non régatiers, donc moins investis dans la pratique de la voile en régate, qui ont été initiés en dehors de la famille, mais qui ont plutôt découvert la voile, donc plutôt un sport par l'école, par la voile scolaire, qui ne sont pas propriétaires et qui déclarent ne pas naviguer en dehors de leur pratique en club, et qui ont déclaré ne pas naviguer en dehors de la pratique en club. Donc sur ce point, on peut noter qu'il y a vraiment des régularités sur les parcours des licenciés club. Donc une entrée précoce dans l'activité, une découverte en famille et une initiation précoce, avec des parents navigateurs et également membres des classes favorisées, des parents navigateurs, mais également des parents souvent qui possèdent un bateau et qui sont, donc ça serait aussi à creuser, mais on sait que le fait, si les parents sont régatiers ou non, ça influence aussi après le parcours sportif du jeune dans la voile. Donc un goût prononcé pour les activités physiques en général, un niveau de pratique expérimenté, une pratique ancienne de la régate et sur des supports multiples, et des occasions de naviguer en dehors des clubs. Donc ça, c'est également une question intéressante qu'on a pu leur poser, c'était de savoir s'ils naviguaient en dehors de leur club, de quelle manière, si c'était sur des supports loués, sur des supports empruntés, sur des supports de particuliers. Donc là, on voit bien que ceux qui sont entrés jeunes, avec les parents, ils ont un environnement qui leur permet de multiplier en fait, les occasions de naviguer. Mais je reviendrai sur ce point. Donc à partir de l'enquête par questionnaire et des entretiens, on a pu définir trois sous-populations de navigateurs et anciens navigateurs, je vous disais tout à l'heure. Donc sur l'ensemble des 452 répondants, on a 9 personnes sur 10 qui déclarent toujours naviguer. C'est-à-dire, en fait, c'est quand même un chiffre assez élevé, alors qu'on a quand même interrogé également des non-licenciés, donc ce qui veut dire que les non-licenciés continuent toujours à naviguer, alors qu'ils ont arrêté de prendre licence à la Fédération française de voile. Donc parmi les pratiquants actuels, 77,1 déclarent posséder une licence contre 22,9. Donc les 22,9, ça montre bien que l'arrêt de la prise de licence ne signifie pas un abandon de la pratique. Donc ce sont toujours des navigateurs captifs pour la fédération, pour les structures. Mais ils ont choisi de naviguer autrement en dehors de la pratique licenciée. Donc après, à voir pour quelles raisons ils ont décidé de ne plus s'affilier à la fédération. Donc sur les différents parcours, donc je vous rappelle, on a donc 3 populations, donc des licenciés, des pratiquants licenciés
actuellement licenciés, des pratiquants non licenciés et des anciens pratiquants. Donc je les appelais anciens pratiquants, ça veut dire qu'ils sont passés par la Fédé, mais au moment de l'enquête, où ils ont répondu au questionnaire, ils ne naviguaient plus. Donc ils ont bien indiqué qu'ils ne naviguaient plus au moment de cette enquête. Donc ces trois populations, on a donc l'enquête par les croisements, l'analyse de l'enquête statistique a permis de voir qu'il y avait vraiment des différences significatives entre les parcours des uns et des autres sur l'ensemble de ces questions. Donc leur âge, leur sexe, l'âge d'entrée dans la pratique sportive des parents, le type de première licence, les temps de pratique sous licence, niveau de pratique déclaré, l'engagement dans une pratique compétitive, les types de supports privilégiés, la possession de matériel ou non de navigation, les occasions de naviguer en dehors des clubs et leurs attentes liées à la pratique. Donc l'ensemble des questions en fait, qu'on a pu poser nous a permis de voir des différences sur ce. Donc sur la situation de pratique, donc j'ai pris en compte les 15, 18, ces trois tranches d'âge différentes, et pour voir aujourd'hui, au moment de l'enquête, que sont devenus, ce que font en fait les 18 ans, quelle était leur situation de pratique. Donc là on voit bien qu'il y a parmi les 15-18 ans sont majoritairement des pratiquants licenciés aujourd'hui, et en partie non licenciés. Mais ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est de voir, le plus intéressant, la tranche des 23-25 ans, donc les plus âgés, qui sont aujourd'hui les moins souvent licenciés à la Fédération française de voile. Ça veut dire qu'ils ont aujourd'hui, au moment de l'enquête, ceux qui sont les plus âgés sont souvent non licenciés. Je ne sais pas si le graphique est compréhensible. Donc ça veut dire parmi les, par exemple si je prends la lecture que j'ai indiquée, donc 26,9% des 23-25 ans sont pratiquants non licenciés au moment de l'enquête. Donc le 100%, c'est les colonnes, vous avez la colonne bleue, c'est égal à 100% si vous additionnez les trois. Donc là, la situation de pratique par rapport à l'âge des répondants est différente en fait en fonction des âges. Donc également en fonction des âges d'entrée dans la pratique, là c'est également une donnée intéressante. Donc je vous explique le diagramme. Donc je vous ai mis donc les âges d'entrée dans la pratique, on a pu découper en plusieurs périodes. Donc 0-3 ans, bon, ça c'est vraiment ceux qui ont débuté, qui ont été mis sur le bateau quasiment une semaine après être nés. Donc 0-3 ans, 4-7 ans, 8-11 ans, 12-14 ans et plus de 15 ans. Donc je vous ai indiqué en bas ici les résultats. Donc dans l'enquête, on a donc 4% qui ont répondu avoir été initiés entre 0 et 3 ans, 38,3% entre 4 et 7 ans. Donc c'est pour que vous ayez un peu les chiffres. Sur cette partie, on voit bien que les plus de 15 ans, ceux qui ont été initiés après 15 ans, sont au moment de l'enquête, sont plus souvent au moment de l'enquête non licenciés que ceux qui ont été initiés entre 4 et 7 ans, 8 et 11 ans. Donc là, il y a vraiment un point intéressant sur l'âge de début dans la pratique. À voir également après s'ils ont été initiés en club ou s'ils ont été initiés par des amis ou par la voile scolaire. Donc ici, si on prend, par exemple, si vous prenez les 4-7 ans, on voit que 76,3% des navigateurs initiés entre 4 et 7 ans sont licenciés au moment de l'enquête. Également un fort taux de licence chez ceux qui ont été initiés entre 8 et 11 ans. Donc on constate qu'après 12 ans, après 15 ans, ceux qui sont initiés après 12 ans ou après 15 ans ont moins de chances de rester licenciés que ceux qui ont été initiés jeunes et licenciés jeunes en fait. Donc, la situation de pratique actuelle selon le nombre d'années de pratique sous licence. Donc on leur a demandé depuis combien d'années ils étaient licenciés. Donc là c'est pareil, plus on a de l'ancienneté dans la pratique et une ancienneté de pratique licenciée, plus on a des chances de rester licencié. Là on voit bien que le turnover concerne principalement ceux qui sont licenciés qui ont été licenciés entre 1 à 5 années. Donc il y a vraiment on constate qu'il y a un abandon précoce de la licence entre 1 à 5 années en fait. Ça veut dire, si vous prenez, là c'est vraiment flagrant, ceux qui ont été licenciés depuis 10 ans, il y a 81,1% qui sont licenciés au moment de l'enquête.
Donc là, on voit bien que le turnover concerne principalement, oui, il y a sans doute ces premières années de licence qui sont vraiment importantes et qui, justement, en fonction de l'âge où on arrive dans l'activité, qui jouent également fortement. Le type de première licence est également intéressant. Donc dans l'ensemble des répondants, 67,7% ont répondu avoir débuté par une licence club, 25,9% par une licence enseignement et 6% par une licence temporaire. Donc on constate, donc à voir, hein, parce que bon, ça c'est peut-être aussi des hypothèses, il faudrait peut-être que ce soit vérifié après peut-être sur un panel peut-être plus important, quoique là c'est quand même un panel qui est représentatif de la pratique. La licence enseignement, je pense que c'est ce chiffre-là qu'on peut retirer. Ceux qui ont débuté par une licence enseignement sont aujourd'hui licenciés à la Fédération française de voile, mais au final, ils sont quand même peu nombreux à... Si vous voulez, aujourd'hui, les licenciés club ont souvent commencé par une licence club. Est-ce que la licence... À se poser la question, savoir si la licence enseignement amène beaucoup de pratiquants à licence club par la suite. Situation de pratique selon les types de supports. Bon, là, on retrouve en fait pas la problématique, mais quelque part c'est vrai que ceux qui ont navigué sur planche à voile sont aujourd'hui plus souvent non licenciés ou alors ont arrêté de naviguer par rapport à ceux qui pratiquent sur des rivers ou sur habitables. Donc je crois que c'est une info. La fédération voit un départ plus flagrant des planchistes. Peut-être qu'il y a une baisse, une chute du nombre de planchistes chez les jeunes, il me semble. Mais donc là, ça montre bien que le turnover concerne davantage les pratiquants sur planche à voile que sur habitable et sur des rivers. Donc j'ai répertorié donc quelques données relatives aux pratiquants anciennement licenciés, donc des personnes qui ne naviguent plus sous licence, mais qui naviguent toujours par d'autres moyens. Donc ce sont plus souvent des navigateurs âgés entre 23 et 25 ans, qui sont entrés dans la pratique après 12 ans sur planche à voile, et qui ont été licenciés moins de 5 années, mais qui désormais naviguent d'une autre manière, souvent en dehors, là en dehors des clubs fédéraux, mais avec leurs parents ou avec des amis, donc sur des supports de particuliers, sur des supports qu'ils peuvent louer ou emprunter. Et ce sont également des pratiquants qui ont plus souvent fréquenté des établissements privés ou des associations nationales, par rapport à ceux qui sont toujours licenciés à la Fédé. Donc ils ont eu une ouverture plus large en fait sur d'autres types de structures qui permettaient de naviguer. Ils ont également, ce sont souvent des navigateurs ils ont moins souvent mis en avant ce côté compétition, entraînement, régate, mais ils ont davantage parlé de l'envie de s'évader, de pratiquer en dehors, ne pas pratiquer en régate finalement, de pratiquer comme ils le souhaitaient, plutôt pour rompre un petit peu avec la quotidienneté, etc. Mais ça, on verra ça plus tard sur les représentations et sur les attentes de chacun. Également, ce sont des navigateurs qui ont davantage cité le souhait lorsqu'ils cherchaient un club, lorsqu'ils étaient dans un club, ils recherchaient davantage la convivialité, tout ce qui concernait l'ambiance dans un club, le site, l'attraction du site, la nature, etc. Et ils ont moins axé leur discours sur la formation, sur les compétences de l'équipe de l'entraîneur, etc. Donc ils recherchent vraiment davantage ce côté ambiance et ce côté balade donc après avoir peut-être été régatier ou un changement d'envie de pratique. Donc là je vous parlais des navigateurs qui pratiquent toujours mais qui ne sont plus licenciés, et maintenant de ceux qui ont déclaré ne plus naviguer du tout. Donc donc on ne sait pas, au moment de l'enquête ils déclarent ne plus naviguer, mais est-ce que c'est un arrêt définitif ou pas? Bon, ça on ne peut pas le savoir. Souvent, ce que j'ai pu remarquer, c'est que dans les questionnaires,
il y en a assez, il y en a pas mal qui ont répondu, qui souhaitaient reprendre, qui un jour ils reprendraient la voile. Ça c'était vraiment. Bon, aujourd'hui ils ont arrêté à cause de raisons différentes, mais ou alors vraiment quand l'occasion se représentera, ils aimeraient bien reprendre, mais là ils ne peuvent plus. Il y en a quand même pas mal qui ont répondu ça. Donc dans les raisons invoquées, bon, le manque de temps dû aux études et à la vie professionnelle. Donc ça, ce sont surtout ces personnes-là qui sont susceptibles de revenir à la pratique. Également le lieu d'habitation non propice. Bon, ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour ces personnes-là. Si elles sont parties habiter dans le centre de la France, où il n'y a aucun plan d'eau existant. Bourgogne, par exemple. Bon, là, par contre, où il y a peut-être quelque chose, où il y a vraiment une réflexion à avoir, c'est sur l'ennui dans la pratique, donc l'envie de changer de pratique sportive. Donc il y en a pas mal qui ont souhaité, qui ont dit s'ennuyer, vouloir faire autre chose. Bon, ça c'est vraiment tâtonner entre différentes activités. Et bon, le point le plus important, je pense, à soulever, c'est les difficultés liées à la pratique en compétition. Donc le manque de soutien financier, les difficultés à monter un équipage. Souvent pour les filles, il y a beaucoup de filles qui ont déclaré ne pas trouver d'équipière en fait. Un club trop axé sur la compétition, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça regroupe en fait ceux qui sont partis, peut-être l'envie de ne plus naviguer en compétition et pas moyen de le faire dans un club parce que peut-être qu'il n'y a que cette possibilité, ou alors essayer de trouver d'autres clubs, mais du coup ils sont partis naviguer ailleurs et autrement. Donc sur l'analyse des risques d'abandon, on remarque que les femmes sont surreprésentées dans la population des anciens pratiquants. Le turnover concerne davantage les femmes, je crois que ça c'est aussi une info qui a été donnée par la Fédé. Les risques d'abandon paraissent, bon là, ils sont plus élevés entre la 2e et la 5e année de licence. Donc là, je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur les abandons précoces et les abandons plus tardifs. C'est pas la même chose d'abandonner après 2 ans de licence et abandonner après 12 ans de licence. Donc ce ne sont pas les mêmes raisons de l'abandon. L'arrêt de la pratique également, qui est dû à une inadéquation entre les attentes du navigateur et les pratiques telles qu'elles sont organisées dans les clubs. Je vous parlais tout à l'heure de justement peut-être un club trop axé compétition, alors que des personnes arrivent dans les clubs et ne veulent pas forcément faire de la régate. Et donc ça rejoint également ces représentations, en fait, cette envie de naviguer seulement à la rigueur pour aller se balader sur un croiseur ou pour avoir des moments de détente et pour moins s'attarder à tout ce qui concerne l'entraînement, la régate, etc. Donc sur le turnover, on peut donc parler de mettre en évidence l'effectif féminin qui est plus important. Retenir que les risques d'abandon diminuent avec l'ancienneté. Plus on commence jeune, plus on commence tôt en famille, plus on a une licence jeune, plus on a des chances de durer dans l'activité. Après, à voir ceux qui abandonnent au bout de 15 années de licence, ce sont des raisons aussi, comme je disais tout à l'heure, bien différentes. Donc retenir ce manque d'intérêt de certains licenciés pour la pratique, des anciens licenciés, de ceux qui ont déclaré ne plus naviguer pour la pratique compétitive en régate, et également des planchistes. Voir que ce turnover concerne davantage les planchistes que ceux qui naviguent sur habitable. De toute façon, c'est vrai que en voile, on voit bien que plus on avance en âge, plus on est susceptible aussi de passer peut-être sur un support de type habitable. Donc le deuxième et le dernier axe de travail sur les représentations. Donc là, c'est pas évident de faire un travail sur les représentations des navigateurs, sachant que, si vous voulez, tout le monde n'a pas forcément une idée sur les pratiques de la voile. Ce qu'on disait tout à l'heure, aller interroger des non-pratiquants, c'est pas évident. Des personnes qui ne connaissent pas du tout la voile, si vous allez leur demander ce qu'ils pensent de la voile, ils n'ont pas forcément une idée en fait de la voile. Donc en fait, c'est leur poser une question qui se sont jamais posées finalement, pour certains, et des personnes qui n'ont pas forcément de réponse à donner ou qui ne savent pas. Donc c'est pas évident d'interroger les pratiquants, mais c'est très très difficile d'interroger les non-pratiquants en fait.
Donc là, j'ai indiqué que c'était illusoire de croire que tout le monde a une idée, une représentation de ce qu'est la navigation. Et savoir ce que représente la navigation, il faut déjà, faut puiser dans des référents extérieurs. Là, j'ai noté, c'est-à-dire, si vous ne pratiquez pas, par exemple, je ne sais pas, n'importe quel sport, c'est vrai que tout ce qui vous donne, tout ce qui fournit, tout ce qui fournit une idée d'une pratique, ça va être les médias, ça va être tout ce qui concerne tous les commerces, par exemple, je sais pas, les vendeurs, etc. Donc surtout les journalistes, les médias télé, les médias radio, etc. Donc il y a vraiment cette image. Moi, je pense que si on interroge les non-licenciés, il faut vraiment prendre en compte l'histoire de la pratique en France et bien comprendre qu'en France, ce qui est dominant, c'est la course au large. Donc on risque d'avoir une idée, si vous voulez, si vous demandez à, je sais pas, une personne de... Moi j'ai une idée en tête, par exemple j'étais allée voir le départ de la course du Vendée Globe. Bon, il y a énormément de non-pratiquants qui vont voir ce type de... Il y a énormément de badauds sur ce type de départ de course. Et on voit bien que pour eux, l'image de la voile, en général, c'est la course au large, c'est l'image de l'aventure, de la liberté, etc. Donc bien avoir ça en tête, en fait, que c'est vrai que ces représentations sont très très fortes et imposent vraiment quasiment des catégories de pensée de la pratique. Donc le point important à retenir donc je vous rappelle la question qu'on avait posée, on leur a demandé pouvez-vous caractériser en 3-4 mots votre pratique de la voile? Donc on a eu des mots, donc on a eu plusieurs mots différents, donc liberté, compétition, évasion, détente, loisir. Donc ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est pas, en premier lieu, c'est pas de dire 40% des personnes ont répondu pour moi la voile c'est la liberté. Ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut bien savoir, c'est que un même mot, on a des significations différentes derrière un même mot. Et derrière le mot compétition, on n'a pas la même signification. Un régatier qui est licencié en club vous parle de compétition. Un planchiste qui navigue tout seul dans son coin va également vous parler de compétition. Mais ça ne va pas être la même compétition. Donc il faut bien voir en fait que ce sont les mêmes mots, mais derrière, il y a des usages, il y a des pratiques différentes. Le planchiste qui navigue tout seul sur un spot avec son matériel, il fait de la compétition. Il va faire de la compétition contre lui-même, contre les éléments, il va se mesurer aux autres qui sont à côté, mais pour lui, il fait également de la compétition. Donc c'est vraiment très complexe et il faut vraiment faire attention aux mots qui sont donnés et savoir que ça ne veut vraiment pas dire la même chose. Et donc là, ce qui est important, c'était d'expliquer ces représentations singulières de chaque pratiquant en fonction de leur trajectoire sportive. C'est vraiment la trajectoire sportive qui permet de comprendre les attentes et ce que représente pour eux la pratique. Donc là, je vous ai indiqué les différents... Bon, j'ai essayé de les regrouper parce que c'était... Bon, au final, j'ai quand même essayé de regrouper un petit peu. Donc le premier thème vraiment fort, c'est tout ce qui concerne l'évasion, la détente, les temps agréables, etc. Sachant que le compétiteur de haut niveau va également nous dire peut très bien nous répondre que pour lui, naviguer, c'est d'abord pour se détendre, pour s'évader du quotidien, etc. Donc, l'idée d'affrontement, de compétition. En troisième position, si je peux dire, l'idée de savoir-faire et de savoir-être. Donc là, en fait, c'est toutes les réponses qui ont concerné savoir-être, donc l'humilité, la patience, la confiance en soi, etc. Donc ça, ce sont vraiment des qualités pour les navigateurs qui sont importantes. Savoir-faire, c'est la réflexion, tout ce qui concerne la réflexion en voile, savoir déchiffrer un plan d'eau, etc. Savoir mise au point du bateau, donc tous ces savoir-faire. Un quatrième point sur la nature, l'environnement. Pour eux, ça peut très bien, pour eux, la voile, tout de suite, ce qui caractérise la voile, c'est la mer, l'environnement marin, les éléments, être au grand air, etc. Et un dernier point, le groupe, tout ce qui concerne le collectif. Donc là aussi, ça peut très bien être
l'équipe, en fait, l'équipe de club, ou alors le groupe avec qui on va naviguer sur un spot de planche, ou le collectif sur un bateau de croisière, l'équipage sur un bateau de croisière lorsqu'on va avec des amis. Donc tout ce qui concerne cette question. Donc je vais revenir vite fait sur les différentes attentes, sur ce qui a pu être noté. Donc rompre avec pour les navigateurs, ce qui est vraiment important pour eux, faire de la voile, ça permet de rompre avec le quotidien, s'évader du monde contemporain. Donc que ce soit pour les régatiers, pour les non-régatiers. On voit que ce sont davantage les femmes qui citent qui ont cette attente. Mais, bon, et les régatiers également, mais principalement donc la population du turnover. Donc c'est ce que je vous avais dit déjà sur les diapos précédentes. Donc rompre avec d'un côté la vie à terre et d'un autre côté le monde de la mer, le monde être sur un bateau, ce qui est vraiment vivre dans un autre monde finalement et couper complètement avec sa vie à terre, avec les études, avec le boulot, avec avoir des moments de détente, de relâchement, etc. Sur le deuxième ensemble de réponses, donc sur cette recherche de la performance, je vous disais, c'est à la fois pour les uns, naviguer, ça représente un intérêt uniquement à travers la régate et par la sanction du classement. Donc là, c'est la recherche de performance dans la régate, dans l'entraînement. Mais pour les autres, pour d'autres navigateurs, c'est également une recherche de la performance dans la lutte contre soi, contre l'élément marin, contre ceux qui peuvent être à côté. Donc c'est la recherche dans la performance, on voit bien que il y a un très fort investissement même de ceux qui ne pratiquent pas en club. Il y a toujours un souhait de faire les meilleures manœuvres en planche à voile ou de naviguer au mieux, même en croisière. On reste pas, on a toujours envie que les voiles soient au mieux. Vraiment, cette recherche de la performance, c'est vraiment un point important chez l'ensemble des navigateurs. Également cet aspect technique et intellectuel. C'est vrai que la voile, même pour les pratiquants, également pour les non-pratiquants, ça peut-être ce sera à voir, c'est vraiment il y a cet aspect technique et intellectuel qui est mis en évidence. Les pratiquants envisagent l'activité comme une activité technique et cérébrale. En fait, c'est comme un jeu. C'est presque souvent, on compare ça à un jeu d'échecs où il faut vraiment optimiser, où il faut réfléchir énormément. Souvent, pour les pratiquants, c'est un sport complet. C'est à la fois physique, c'est à la fois intellectuel, c'est à la fois... Donc cette mise en évidence de savoir-faire et de savoir-être, mais qui s'accumule que par l'expérience. Donc c'est vraiment aussi... Ils ont souvent parlé, on apprend toute sa vie à être navigateur. On n'est pas, même à ceux qui ont... moi quand j'avais fait mes travaux de thèse, même ceux qui ont 50, 60 ans, déclarent que ils ne savent pas encore tout sur la pratique. C'est vraiment une pratique qui s'accumule, des savoirs qui s'accumulent sur le long terme, et on ne devient pas navigateur du jour au lendemain, et on ne s'improvise pas navigateur surtout. Et l'importance accordée au matériel, donc ça c'est également un sport où on a le bateau ou la planche à voile, donc c'est vraiment cette composante matérielle qui est mise en avant. Donc pour les uns, s'engager dans la navigation, c'est exclusivement dans la régate. Donc là, j'ai essayé de voir qui étaient les navigateurs les plus proches de la régate telle que l'a définie la Fédé. Donc on voit bien que ce sont ceux qui sont venus le plus tôt à la navigation, ceux qui sont licenciés de longue date et qui sont impliqués dans les clubs depuis fort longtemps, ceux qui pratiquent sur des rivers et ensuite sur habitables. Donc c'est vrai que souvent, c'est un petit peu, c'est pas non plus caricatural parce que ce sont vraiment des tendances qui sont vues dans l'enquête. On sait que ceux qui ont commencé jeunes sur des rivers avec leurs parents ont leurs parents qui ont un habitable, donc après, si vous voulez, ça favorise les déplacements entre supports aussi de commencer jeune. Ça permet d'accumuler de l'expérience, d'accumuler des savoir-faire et des savoir-être justement sur différents supports, et ça aide justement à circuler dans tout l'ensemble des disciplines. Donc pour ces régatiers, finalement, dans les entretiens, on voit que pour eux, naviguer, c'est régater avant tout. Et s'arrêter de régater, en fait, c'est s'arrêter de naviguer. Ils ne voient pas l'intérêt d'aller faire une balade. Donc dans les entretiens, c'est vraiment, pour certains, c'est aller finalement regarder les mouettes, ça ne les intéresse pas. Donc pour certains, c'est vraiment cette finalité, la régate, alors que pour d'autres,
Justement, la population du turnover, c'est refuser la régate comme forme de navigation, car en fait, ils refusent d'être enfermés dans un cadre géographique et réglementaire. Donc, ils invoquent, pour eux, lorsqu'ils parlent de liberté, c'est plutôt ça. C'est l'idée, justement, de ne pas naviguer en régate. Tandis que, bon, je reprends par exemple l'idée de liberté pour quelqu'un qui navigue sur des rivers, il va pouvoir dire la voile pour moi c'est la liberté parce que je suis tout seul sur mon dériveur, je suis seul maître à bord, pour moi ça c'est de la liberté. Pour le planchiste, la liberté ça sera, moi c'est la liberté, c'est de pas naviguer en régate. Donc vous voyez bien, c'est vraiment faire attention aux mots qui recouvrent des significations bien différentes. Donc cette population qui refuse la régate, donc dans l'enquête STAT, on voit bien que ce sont là, les non-régatiers, surtout les planchistes, ceux qui ont arrêté l'activité au moment de l'enquête, donc peut-être à voir justement, peut-être qu'ils seraient prêts à naviguer autrement qu'en régate, et les navigateurs les plus âgés. Et le dernier point, l'avant-dernier point, donc naviguer pour être proche de la nature, il y a un navigateur sur 5 qui a évoqué cette idée de nature, davantage les navigatrices, comme tout à l'heure l'idée d'évasion, les navigateurs les plus âgés, ceux qui sont sur des rivers, et là les non-régatiers. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir surtout, en fait, derrière l'idée de nature, cette communion donc avec la nature, elle s'envisage différemment selon les finalités que les pratiquants accordent à leur pratique. Donc c'est soit, pour certains, c'est avoir la possibilité d'accéder à certains privilèges, c'est-à-dire partir au loin en mer et profiter, en fait, être seul en mer et puis à la rigueur, pas être comme ceux qui sont sur la plage, en fait. Nous, on est en mer, les autres, ils sont sur la plage, nous, on a un autre point de vue et qui donne un petit peu ce privilège d'être en mer par rapport aux autres. Donc naviguer également pour voyager, pour s'évader, pour partir à la découverte de lieux et de nouveaux sites de navigation. Et également l'importance des sites de navigation, je vous parlais tout à l'heure dans les clubs, donc on avait une question sur le choix de leur club. Il y en a pas mal qui choisissent un club pour justement en fonction du site de navigation. Le côté esthétique des lieux, si c'est un site sympa pour naviguer, agréable, donc, notamment pour les non-régatiers comme je vous disais tout à l'heure. Et donc le dernier point sur cette pratique, le privilégier une pratique collective et conviviale, donc chez les régatiers comme les non-régatiers, donc chez les régatiers il y a vraiment cette idée d'esprit d'équipe, de collectif qui est importante. Partir sur les compétitions avec l'équipe, ce sont vraiment des souvenirs qui reviennent souvent. On leur a demandé dans les entretiens quels étaient leurs plus beaux souvenirs, leurs bons souvenirs de navigation. Souvent ça reste vraiment les déplacements avec l'équipe, toutes les années de pratique en compétition avec la même équipe, les mêmes copains, etc. Donc choisir un club pour son ambiance, donc ça c'est vraiment également un point qui est revenu très souvent. Donc cette volonté d'avoir un club où il y a une ambiance de club, où il y a la sociabilité, où il y a l'esprit de fête, l'esprit convivial, l'esprit envie de se retrouver à la fois dans la pratique et en dehors de la pratique. Donc sur le bateau, c'est ce que donc pendant les temps de navigation et en dehors des temps de navigation. Donc également pour les croisiéristes, pour ceux qui naviguent sur des rivers, même pour ceux qui naviguent en planche à voile, même ceux qui sont sur les spots de planche, pour eux c'est important, finalement, ils vont naviguer seuls, mais au final, ce qui est important, c'est que le groupe soit là, c'est discuter avec les autres, c'est parler. Et là aussi, il y a la recherche de la performance, parce qu'on va discuter performance en fait, on va discuter matériel, etc. Donc pour conclure, ce qu'il faut, un des points à retenir de cette enquête, c'est vraiment que les conditions d'apprentissage déterminent à la fois des itinéraires distincts. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les non-licenciés, la population du turnover n'a pas eu les mêmes conditions d'apprentissage que ceux qui sont toujours licenciés à la FELI. Donc je vous disais sur l'ancienneté dans la pratique, etc. Et également, les conditions d'apprentissage déterminent des manières différentes de se représenter l'activité. C'est pas pareil, si vous avez commencé à 15 ans en planche à voile avec un ami, c'est vrai que on a moins de chances d'avoir la même vision de la pratique que celui qui a commencé tout jeune avec ses parents et qui est parti en club très très tôt et qui est vraiment dans l'optique régate, etc. Donc vraiment prendre en compte ces conditions d'apprentissage qui sont majeures pour comprendre toutes les pratiques sportives, dont les pratiques de la voile. Voilà, je crois que c'est le...